Yeah. Record. Salut à tous, on se retrouve sur le plateau de Roue Libre pour parler une nouvelle heure du Tour de France. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les lives du stream, on vous en remercie. Qu'est-ce que j'entends? Mais aussi sur les émissions sur YouTube. Alors que j'entends Joseph. une certaine... Je ne m'y attendais pas. Je crains. Merci mon Thomas, merci mon Thomas. Oh! Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Joseph. Joyeux anniversaire. L'homme qui en 4 mois est devenu un incontournable du monde du cyclisme. Bravo. Merci Erwan, merci Fais un Tom. peu souffle. Merci les gars. Au revoir Jean-René Godard. Jean-Marie Cotard. Jean-Marie Godard. Merci les gars, merci. Donc voilà, Bravo. j'ai fait mon vœu. J'ai fait mon vœu. C'est quoi ton vœu? Évidemment, concerne des Français et le podium du Tour de France. Moi, je suis très jaloux des régisseurs plus beaux que les chroniqueurs. Je le sens très, très dans le chat. Hein. Génial, je m'y attendais pas, je dois l'avouer, je vais essayer de me remettre dedans les amis. Donc pour revenir à l'émission, en tout cas merci beaucoup à tous. On t'avait découvert prostré hier, mon Polo. Je vois que désormais tu es bien en place et tu t'es un peu requinqué. Ça va mieux. J'étais rassuré par les déclarations de nos amis Marc Madiot et Thibaut Pinot hier, des déclarations guerrières, des déclarations pleines d'entrain, rien n'est perdu. Puis maintenant, place aux Pyrénées, on va voir ce qui est possible de faire pour nos amis qui nous ont déçus il y a quelques jours. Exactement, Polo. On a ton équipier pour les rétros, mais ton adversaire pour les quiz qui est bien prêt comme toujours. Ça va mon Robin? Ouais, ça va super et je suis très heureux. Finalement, les choses sont bien faites. On a réussi à faire nos 3 anniversaires sur le plateau. C'est vrai, c'est dingue. Toujours tombé pile poil. C'est Bon, vrai, moi, ça, mais c'est un signe. J'ai quand même négocié une quotidienne pour pouvoir moi Ça aussi, fonctionne. sinon je suis trop jaloux. Ça tombait le mauvais jour. Sinon, il n'y aurait pas eu d'émission pour Joseph. Beaucoup de messages pour me souhaiter mon anniversaire. Évidemment, je vous remercie beaucoup, les amis du chat. C'était la première journée de repos hier, donc pas de récap aujourd'hui. On va faire une preview de l'étape Albi-Toulouse qui a eu lieu ce mercredi. La première partie du tour étant passée, c'est l'heure pour nous de faire un premier bilan avec un baromètre. On va faire nos tops et nos flops. La rétro aujourd'hui parlera de Frédéric Moncassin qui a eu une interview incroyable. Robin, avec toi, tu nous raconteras tout ça. Et on va terminer, bien évidemment, comme d'habitude, par le quiz. On lance donc de manière exceptionnelle cette émission par la preview de l'étape du jour. C'est parti. « 213 coureurs sont encore dans le peloton. Ils sont restés à Albi pendant la journée de repos. Ils vont repartir ce mercredi d'Albi. 167 km pour aller vers Toulouse. La ville accueille d'ailleurs le Tour pour la première fois depuis 11 ans. Et attention, Polo, parce qu'il y a des pièges. Il y a des pièges, alors oui et non. Des petits pièges, des pièges où... On va essayer de vous la vendre, cette étape, hein, mine de rien. On va essayer de vous empêcher de faire la sieste, mais c'est pas gagné. Des petits pièges, oui, parce que... un peu comme il y a 2 jours, il y a un petit risque de bordure. Il est quand même moins important que l'étape qui arrivait à Albi, mais il y en a un, notamment entre km 130 et km 70, où le vent sera de côté et où il risque d'y avoir des rafales à 30-35 km/h. Bon, après, c'est pas violent. Sans les rafales, c'est plutôt du 10 km/h. Voilà, il faut essayer de trouver un peu de quoi être enthousiaste sur cette étape, même si à mon avis après le coup de bordure qu'on a vu il y a 2 jours, toutes les équipes vont bien faire attention. Ça m'étonnerait qu'on voit des grandes choses se passer aujourd'hui. Robin, tu en penses quoi de cette étape? Est-ce que toi aussi tu mises sur des petites bordures ou pas tant que ça? C'est possible. Est-ce que je mise dessus? Je sais pas, parce que je pense que toutes les équipes vont être un peu plus vigilantes vu que pas mal se sont fait piéger lundi. Donc je pense que la FDJ, les Astana, les Education First, les Trek, ils vont être très très concentrés aujourd'hui. Ils seront en première place du peloton, tout à fait. Voilà, donc ce sera peut-être plus dur de les avoir. On sait que généralement on peut faire un coup de bordure sur le Tour de France, en faire plusieurs c'est toujours plus délicat. Mais donc Polo a bien résumé, il y a une opportunité malgré tout et je
pense qu'il y a certaines équipes qui ont intérêt à tenter le coup parce qu'on ne sait jamais. Dernier vainqueur à Toulouse en 2011. Mark Cavendish. Mark Cavendish, Polo, magnifique. 2008, on, non on a la photo d'ailleurs. Tu nous as dit 11 ans, donc ça il y a 11 ans, donc Ouais, c'était en 2008. c'était en 2008. Son C'est premier vrai. Tour de France C'est vrai. où il fait En une 2011. première Asia. Voilà, il avait gagné devant Gerald Ciolek et devant Jimmy Casper. Oh là là, quel podium. Ouais, exactement. Bah, c'était des vrais sprinters. Ah oui. On va découvrir les pronos, les gars, parce que comme d'habitude, Oscar Freire derrière, c'est j'ai ce pas qu'a- vu. J'ai pas ça, fait ça reprend. C'était, Je crois maillot Rabobank, je maillot peux vert, aller- je me sens que c'était. Il y a des- Oui, oui, il y a de fortes chances que ce soit Oscar Freire. On a les pronos, mais voilà. Alors, Groenewegen pour toi, Ah, Polo. bah attends, Joseph. Alors déjà, il a changé son prono ce matin parce qu'il avait mis une énorme dinguerie hier soir. Je ne l'ai pas relevé. J'ai mis Mohoric. Pourquoi J'ai t'as mis mis Mohoric. Mais parce qu'en fait, j'ai très rapidement regardé le profil de l'étape et j'ai lu effectivement sur les trucs sur les bordures et je me suis dit tiens, ils sont un peu fatigués, ils vont. Mais en fait, il va y avoir une échappée, il va y avoir un coureur qui a rien fait, qu'on n'a pas vu, qui va sortir de l'ombre. Et puis en fait, après, je me suis rangé derrière Ouais. Caleb. Puis il faut qu'on parle de, Voilà. de la Oui, photo de Caleb qu'est-ce qu'il Ewan fait- aussi. qu'est-ce qu'il fait sur le un espèce tramway, de là fond vert entre deux lignes de tramway. On se dit, le mec, tu il veux est qu'il le mec fasse, est à moi Ballard, quoi, tu vois. Il est à bas. Je sais que j'y fasse, il prend le tramway, voilà, il est bien. Moi, je l'adore. Il n'y a rien qui va. Dans la partie milieu de ce tableau, il n'y a rien qui va. Pourtant, il y a une vérité en bas. Sagan pour toi, mon Robin. Ouais, je persiste et je signe. Je me dis que si c'est un petit peu dur, si ça visse un petit peu, ça correspondra bien à Peter Sagan. Bon, il n'est pas tout seul, mais je continue de lui faire confiance. Sprint plat, vent de face sur les grands boulevards de Toulouse. Moi, j'ai misé sur l'homme le plus fort, je pense, de ce Tour de France, Dylan Groenewegen. Ça fait quelques fois que je mise sur lui. À chaque fois que je mise sur lui, il ne gagne pas. Et à chaque fois que je ne mise pas sur lui, il gagne. Donc, au bout d'un moment, ça risque quand même de payer pour moi. Je pense que je me répète, hein, c'est le meilleur sprinter du peloton sur ce Tour de France. Et là, à mon avis, sur un sprinter royal, sans à côté, et bah, à mon avis, je pense que ce sera le meilleur. Voilà, on voit les 5 derniers kilomètres, Polo. Tu en parlais de ce profil qui est assez plat avec Ouais, possibilité c'est de vendre. limite descendant, donc vraiment, ce sera Oui, vraiment bah, celui qui quatre va le plus En tout cas, vite, ça va aller très vite sur la fin. quoi. Tout à Dans les fait. 4 et 3 derniers kilomètres, au moment où les équipes se mettent en place, ça peut atteindre des 80 km/h. Bien évidemment. On fait un point sur le maillot vert pour terminer cette preview. Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi cette première semaine, vous allez découvrir que Peter Sagan a pris une très très belle avance sur Michael Matthews. Il a 229 points, le Slovaque. Elia Viviani est troisième. Les amis, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi cette première semaine, on peut dire que Peter Sagan, là, s'il gagne aujourd'hui, en tout cas, ça peut être clairement dans la poche parce qu'il reste quoi? Il reste, Oui, bah, il ça reste l'est quasiment Nîmes, déjà. Paris pour les sprinters. Ça a Oui, été voilà, déjà avant de partir, donc forcément, quasiment- on s'en rapproche. C'est quasiment fait pour Peter Sagan. Il a juste à répondre présent dans les sprints comme il fait jusqu'à maintenant, ne pas chuter, ne pas être mis hors course. Mais il a même carrément un sprint, voire 2 de marge sur Michael Matthews. Donc ça devrait aller. Donc vous avez toutes les infos importantes. Polo, tu veux en rajouter une dernière? Ouais, pour mettre un peu de l'eau à mon moulin de cette possible bordure, on avait la déclaration d'Anthony Perez, je crois, de la Cofidis, qui est du coin et qui, dans Vélo Mag, a expliqué qu'avec ce... Bah voilà, je vais prendre la décla, c'est beaucoup plus simple. Les baroudeurs voudront s'illustrer, mais le milieu et la fin de parcours sont assez exposés avec une possibilité de bordure si le vent souffle. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Après, d'après ce que j'ai lu par-ci par-là, le vent... il y aura peut-être des rafales, mais ce ne sera pas non plus violent. Voir si ça suffit pour les bordures, on verra. Mais on l'a vu il y a 2 jours, toujours se méfier de l'eau qui dort. Exactement, de Paul qui dort, de Raymond Poulidor. Vous avez toutes les infos importantes pour suivre Ça passe parce que tranquillement. c'est ton anniversaire. Ouais, voilà, c'est ça. On va dire Mais ça par comme contre, on mangera le premier gâteau, du coup. ça. Oui, non. À chaque blague un Hors peu de vaseuse, tu perds du gâteau. Vous avez toutes les infos importantes pour suivre tranquillement cette étape du jour dans vos canapés. Passons maintenant au gros morceau de l'émission, c'est le baromètre de la première semaine du Tour de France. C'est vrai que je le sens, ces gâteaux me donnent beaucoup envie. Si à un moment je ne parle plus pendant l'émission, c'est que je suis en train de manger ces gâteaux, ne m'en voulez pas. 10 étapes. Tu feras de la chronique de Robin, il aime beaucoup Ouais, parler. voilà, il va beaucoup parler. Prendre 1 kilo à la fin. 10 étapes ont eu lieu depuis le début du Tour de France. Bilan non exhaustif. Un Français en jaune, Pinot et Bardet, chaos technique. Ineos en très belle position. Bien 5 écrit. arrivés au sprint. Des vainqueurs surprenants. 3 échappés qui vont au bout. Bref, énormément à débriefer. On commence avec les tops. Et dans ces tops, comment ne pas commencer par les amis Julien Alaphilippe?
Tout à fait. C'est le pas, mien, déjà, c'est pas c'est le le mien, mien. c'est celui de Robin. D'accord, d'accord. Hein, ça vaut le coup de faire des mini-conducteurs rapides sur Messenger. Donc ouais, moi j'ai choisi Julien Alaphilippe comme top parce que c'était celui qui s'imposait le plus de la façon la plus évidente pour moi. Une étape, le maillot jaune avec une telle avance en plus, c'était pas forcément prévu. Le maillot jaune, on en parlait, il en avait fait un objectif, il l'avait annoncé, il n'avait pas peur de dire qu'il le visait. Il est allé le chercher. On sait que c'est toujours très très dur d'assumer quand on est comme lui, le numéro 1 mondial, qu'on est le mec qui est attendu à Épernay pour attaquer, pour prendre le maillot et qu'on le fait. C'est déjà très costaud. En plus, il fallait en vérité qu'il avait juste à prendre des petites bonifs, mais il s'est fait mal et il est allé faire 15 bornes en solitaire en nous offrant un show exceptionnel. Il a remis ça sur la planche des belles filles où il gagne pas, mais où il se fait encore violence et où il termine, je pense, plus haut que ce que beaucoup avaient pronostiqué, notamment moi. Et après, il y a cette étape de Saint-Etienne qui est fantastique aussi, où il part avec Thibaut Pinot, où il accroît son maillot jaune, il va rechercher le maillot jaune avec cette fois-ci plus d'avance. Donc voilà, il nous a fait, je pense, 10 premiers jours parfait, il pouvait pas faire mieux. Le seul truc qui aurait pu changer, c'est rattraper Thomas de Gent dans le final à Saint-Etienne et gagner une deuxième étape. Mais sinon, il pouvait absolument pas faire mieux. Et je pense que même lui, c'est au-dessus de ses attentes. Là, j'imagine, Polo, quand même aussi que si tu avais dû choisir qu'un seul top, tu aurais choisi Julien Alaphilippe. Ouais, clairement. Et puis, pour ne pas rajouter, pour ne pas paraphraser Robin, maintenant, on va voir ce qu'il peut faire. On va voir comment il peut se défendre demain sur la bannière de Bigorre. On va voir s'il peut garder le chrono, s'il peut garder le maillot jaune sur le chrono. Moi, j'y crois. Ce sera plus dur sur le Tourmalet, mais je pense qu'il peut encore garder le maillot jaune 3 jours. J'espère. Sur le Tourmalet, d'ailleurs, c'est là pour l'instant que, en tout cas, moi et je pense qu'on est un peu d'accord pour dire qu'il doit perdre son maillot jaune au Tourmalet. S'il le perd au Tourmalet, il aura fait 9 jours en jaune. Donc on n'est pas loin des 10 de Vauclair en 2004 et en 2011. Et une épopée de 10 jours en jaune ou presque pour un Français, ça arrive quand même pas souvent. Donc on a bien sûr Vauclair à qui ça arrive en plus 2 fois dans une carrière. Mais sinon, pour surtout un Français qui ne joue pas le classement général, c'est très très rare. Moi j'ai noté Vincent Barton en 84, mais depuis 35-40 ans, ça n'arrive quasiment pas. Donc il faut savoir en profiter parce que c'est quand même un petit peu différent de Sylvain Chavanel qui l'avait eu quelques jours ou de Tony Galopin qui l'avait eu une journée aussi. Voilà, c'est quelque chose au-dessus encore. C'est des émotions qu'on avait un peu oubliées, Polo. C'est vrai de voir un Français en jaune comme ça. Ouais, mais même si c'est très français au final, on en a parlé avec des Vauclair et des Chavanel de prendre ce maillot jaune en baroudeur. Donc maintenant, on aimerait bien avoir un maillot jaune en leader avec quelqu'un capable de le ramener sur les champs. Donc voilà, mais ça concerne des pas pour la coureurs qui sont plutôt dans les flops qu'on va aborder tout à l'heure. On continue avec ce baromètre. On passe au deuxième top. Cette fois, Polo, c'est bien le tien. Tu as choisi la Jumbo-Visma. Ouais, alors contrairement au synthé que j'ai fait, où j'ai mis exactement toutes les mentions, dont on parlera plus tard, où j'ai parlé de la Belgique et de la Bora. Non, moi j'ai évidemment choisi la Jumbo-Visma. On parlait de tour parfait pour Julien Alaphilippe. Que dire de celui de la Jumbo-Visma? 4 victoires d'étape avec Mike Tennyson en Belgique, le contre-la-montre par équipe le lendemain, Dylan Groenewegen au sprint et Wout van Aert il y a 2 jours. Tennyson a porté le maillot jaune pendant 2 jours aussi. J'ai une question pour vous les gars. Comment aurait-il été possible que cette équipe fasse mieux que cette première semaine? Difficilement. Je pense mieux, je pense. Pas. Le pas. seul Il y a le petit point X, d'ombre, c'est Roglic, c'est Kreuzberg dans la planche des belles filles. Qui perd un petit peu. Et est-ce qu'il est Et pas à Georges sa place Bennett, je crois que Oui, c'est. après Georges Bennett, pour moi, il est clairement venu en tant que lieutenant de Kreuzberg. mais pour moi, c'était pas Kreuzberg, est-ce si qu'il est pas à sa clair que place ça en fait. C'était pas si ça clair. l'était, En tout cas, ça l'était, mais au si vu ça ne des l'était formes, pas, ça le devient. le problème, c'est que ça l'était au départ. Après, il y a eu ce truc, on s'est dit, oula, Bennett a l'air bien plus en forme que Kreuzberg sur la planche des belles filles. Et puis après, il y a cette histoire des bidons à 35-40 km de l'arrivée, cette erreur monumentale de la Jumbo-Visma qui envoie Bennett aller chercher des bidons alors que sa vie, c'est qu'il y a du vent et que le peloton est nerveux. C'est aussi une belle erreur. Donc il y a ces 2 petits points d'ombre, mais à part ça, pour l'instant, c'est du Voilà, bleu c'est des noir. 2 petits points d'ombre. Et au final, le fait que Bennett ait perdu du temps fait un peu les affaires de la direction Et sportive. Kreuzberg, finalement, est 3e du à le général des convaincre favoris, C'est ça, et Kreuzberg est encore derrière les Ineos, très bien placé. Donc il est malgré tout, même si ça aurait Il va peut-être monter. pu être encore plus parfait, évidemment il pourrait avoir Kreuzberg en maillot jaune avec Il va 1 minute monter, d'avance sur tout le en monde, mais puissance. c'est un peu illusoire quand même. Je pense que Kreuzberg 3e avant d'aborder la montagne, je pense qu'ils sont très contents. Et puis on n'en a pas parlé, mais aussi le maillot blanc que Wout van Aert a porté, je ne ouais. sais plus, une ou deux journées. Surtout Par contre, que la Jumbo-Visma revient un peu de nulle part il y a 2 ans. Et là, on est sur une dynamique qui est restée positive. Et vivre et exister sur le Tour de France, c'est exceptionnel, surtout à ce point-là, en une semaine. Il y a 2 ans, Kreuzberg est quand même pas loin de remporter le Giro. Il y a 3 ans, on va dire. 2016 aussi. 3 ans, ouais. Et c'est Nibali qui l'emporte. Ça a toujours été une équipe solide, mine de rien, même si là, on peut dire qu'ils ont
une belle équipe bien construite en fait. Il y a des mecs forts partout. Sur ce Tour de France, tu as 3 sprinteurs capables de gagner des étapes. Tu as des leaders grimpeurs capables de faire facilement top 5 de ce Tour de France. Tu as des rouleurs comme Tony Martin, comme Wout van Aert aussi. C'est bien construit. Puis tu as les mecs qui sont pas là. Tu as les 2+, les Gesink, les Roglic. Enfin voilà, c'est une très très belle équipe avec des super coureurs. De plus, c'est là. Non, de plus, c'est pas. Ah bon, de plus, c'est pas là. Lorenz de plus pour moi est là, mais à vérifier. Ils ont su se renouveler parce qu'il faut se rappeler que c'est l'ancienne équipe Rabobank et qu'ils ont eu des années un peu plus compliquées quand ils étaient sous sponsoring de Belkin puis de Blanco, où bon, ils avaient un Bauke Mollema en leader, mais ça allait un peu moins haut que ce que ça fait aujourd'hui. Ils étaient un peu plus limités sur les sprints aussi. Donc voilà, ils ont su se reconstruire un collectif qui aujourd'hui est un des plus efficaces du peloton. Et de plus, c'est là, et ça me fait penser à la déclaration de Johan Ofredo qui nous rappelait que à part leur famille, je pense que certains ne savent même pas qu'ils sont oui, mais de France. Pour le coup, de plus, on l'attend plus sur la montagne. Il a un vrai rôle, il doit travailler, il n'est pas là pour prendre des échappages. Clairement. Donc voilà pour ces 2 premiers tops. On termine avec le dernier, le mien. J'ai choisi le parcours. Bravo. Parce que voilà, c'est. Non mais c'est vrai. Merci mon Polo. On dirait qu'il le découvre. Mais il le découvre, mon Robin. Donc voilà, ça fait 10 jours que le Tour de France est parti, ça fait 10 étapes et on s'est pas du tout ennuyé et Dieu sait à quel point on a tapé sur ASO depuis plusieurs années. Ça change de l'année dernière. Quand on voit par exemple le Giro cette année qui a été coupé en 2, puis même sur le Tour de France globalement on s'est souvent plaint. Là on a eu de tout, on a eu de la bordure, on a eu des étapes, des arrivées, bon aussi des coureurs qui ont beaucoup permis à utiliser ces arrivées. Je pense à Alaphilippe, je pense à Pinot. Donc je me suis pas ennuyé sur sa première semaine du Tour de France, donc gros bravo à ASO pour ce parcours-là, Robin. Oui, et on en avait parlé au moment de la prévue du Tour de France, et moi j'avais souligné 2-3 fois que je trouvais vraiment certaines étapes très bien dessinées. Je trouve que le parcours de cette année est réussi. Alors il nous reste bien sûr 10 jours et on va voir si la montagne était elle aussi bien dessinée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on le voit quand on nous place de toute façon la planche des belles filles en première semaine. Ça fait 3 fois maintenant, ça fonctionne à peu près à chaque fois. C'est comme quand on nous met des pavés. Voilà, on a des étapes aussi pour puncher. Quand on a des purs punchers qui viennent sur le Tour de France et qu'en plus il y en a un qui est français et qui peut jouer les victoires d'étape et le maillot jaune, ça change aussi les choses. Donc voilà, je pense que Christian Prudhomme a fait le parcours jusqu'à maintenant qu'il fallait pour qu'on ait du spectacle. Et puis ils peuvent remercier aussi les coureurs. Moi je pense quoi qu'il arrive que c'est les coureurs qui font les étapes. L'année dernière il y avait quand même un parcours qui se prêtait à ce qu'il se passe certaines choses, notamment sur les étapes de Mur de Bretagne et de Quimper. Là cette année, si tu enlèves Julien Alaphilippe, est-ce que tu tires le même bilan finalement Mais là la différence c'est que les bosses des finales d'étape sont pas à l'arrivée. Elles sont à 15 bornes. Et du coup ça t'oblige à partir avant, quoi. Ouais, mais à Quimper c'était plus ou moins le cas, même si ça arrivait aussi, c'était un sprint très difficile parce que c'était en montée. Tu avais quand même beaucoup de dénivelé, un peu à l'image de l'étape de Saint-Étienne. Donc tant mieux, ça m'a rappelé les belles premières semaines qu'on a eues. On en parlait ensemble il y a une petite semaine. On se disait que 2014 avait été une belle première semape avec le départ en Angleterre, avec l'étape de Nibali à Sheffield, les pavés. Pareil en 2010 où Chavanel prend 2 fois le maillot, qui avait aussi cette étape des pavés qui était assez lunaire. Voilà, ça nous a rappelé les belles premières semaines du Tour de France et c'est vrai que ça faisait longtemps, mine de rien, qu'on n'avait pas eu autant d'émotions. Et c'est vrai que, alors c'est les coureurs qui font la course, Polo, tu fais très bien de le rappeler, mais ASO doit aussi offrir des bons profils pour certains coureurs. Alors a offert notamment la planche des belles filles pour les favoris. Je mets un petit bémol d'ailleurs sur la planche des belles filles, ce col qui a été un peu repoussé. Bon voilà, c'était très spectaculaire, ça fait des côtes incroyables, mais il y a un mais, c'est que au final, il y a eu moins d'écart entre les favoris. C'est pour ça. Hein, donc, il y aura aussi peu d'écart si tu mets 1 kilomètre de moins. Mais quand je ne sais pas, il y a eu moins d'écart entre les favoris qu'il n'y en a eu sur les années précédentes où il y avait 30 secondes. La Geraint Thomas a attaqué, a pris 10 secondes, c'est moins que les autres années. Au sommet de toute façon, et c'est pareil sur Mur de Bretagne, c'est pareil à chaque fois qu'on finit par une côte, de toute façon, tu es à la merci d'un peloton qui attend la dernière difficulté. Alors que quand tu fais les étapes comme Épernay, comme Saint-Étienne, à moins de vouloir emmener le sprint royal à Sagan ou Matthews, tu es obligé de faire les efforts avant. Donc voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est surtout les coureurs qui font la course, comme on le voit dans le chat, mais ASO
offrent ça, et je pense que s'ils offrent pas, par exemple, une étape comme Mâcon-Saint-Étienne à Thomas de Gent ne sort pas. Donc voilà, ils font le spectacle et ils permettent à certains coureurs, mais ils savent aussi, ils s'adaptent un peu au profil de leurs coureurs, et ça, je trouve que c'est une très très bonne chose. Pas aux rouleurs, hein, parce qu'il y a une question que je vois de Dantis Terre-et-moi qui dit: y a-t-il une envie de SO de ne pas favoriser les rouleurs pour la victoire? Cette année, c'est clair. C'était plus pour les grimpeurs et les grimpeurs tricolores, hein, j'ai envie de te dire. On a une certaine mention, donc comme vous le voyez dans le synthé que Paul a fait. Les autres tops, Bora Hansgrohe, la Belgique, Nairo Quintana. Polo, si tu as choisi, toi, si je me souviens bien, la Belgique. Ouais, enfin moi, on a choisi ça, c'est un choix un peu collégial, hein, j'ai envie de te dire. Par quoi je vais commencer? Par la Belgique. Tiens, ils n'avaient pas gagné depuis 2016 avec et Thomas de Gent au Chalet Reynard et Greg Van Avermaet. C'était une petite disette quand même pour l'un des plus grands pays de cyclisme au monde. Là, cette année, ce qu'ils font, c'est magnifique. On voit de Gent sur la photo. Il y a Wout van Aert aussi. Ils gagnent 3 étapes. Franchement, bravo les gars. C'est toujours des belles étapes gagnées avec des beaux coureurs sur des générations différentes. En plus, c'est ça qui est intéressant pour eux. Bravo, c'est un très beau début de tour pour la Belgique. On a dans le chat de Gent avec un G et pas un J. Voilà, moi aussi, je me suis corrigé là-dessus, Polo. Apparemment, il faut dire de Gent et pas de Gent. Je sais pas, j'entendais beaucoup de Gent Voilà. à la De télé. toute façon, il y a un peu, il n'y a jamais vraiment consensus autour de ça. Wout van Aert, on croyait qu'il fallait dire Wout pendant des semaines et des semaines, et il a dit lui-même qu'il fallait dire vote. Donc finalement, à chaque fois, on est un peu perdu avec les non-néerlandophones. Donc voilà, donc on essaye de s'adapter, mais quand on dit un peu à droite, un peu à gauche, Le mieux, c'est on de dire change un peu. comme veut le coureur, mais on le sait pas toujours. Ouais, voilà, exactement. En l'occurrence, je crois que c'est de Gent. Donc moi, je vais dire de Gent désormais, parce que en plus dans le chat, il y a vous avez Benoît l'air de vouloir de Gent. Il y a Benoît qui fait une très belle étape il y a 3 jours. Il y a Timo Ehlens en maillot à pois, régalade. La Bora Hansgrohe, on va voir sur la photo, on a Bourgman et on a Peter Sagan. C'est vrai que l'un et l'autre sont bien entrés dans ce tour, Robin. Oui, Sagan tient son rang. J'ai envie de dire qu'il fait le taf comme prévu. Il est en avance sur le maillot vert. Il a gagné une étape. Et Bourgman, un peu plus inattendu, très très bien placé au général. Et on va voir ce que ça donne dès l'arrivée de la haute montagne. Bourgman, c'est vrai, Paul, qu'on s'y attendait pas forcément. On en parlait hier. Il est bien placé, il a évité les pièges. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Il n'a pas pris de tir dans la planche. Il a toujours bien placé, comme je viens de le dire. Du coup, au classement général, il est présent. Après, comme je l'ai dit dans l'émission d'hier, la haute montagne, c'est là qu'on va l'attendre. Il a quand même l'habitude d'avoir des grosses journées de moins bien sur les tours de 3 semaines. Là, ça va quand même monter très haut, notamment dans les prochaines semaines, avec l'accumulation des difficultés. Je veux voir comment il va pouvoir réagir à ça. Là encore, c'est trop tôt pour faire un bilan, même si pour l'instant, c'est parfait pour lui. Et au final, c'est un peu comme les autres tops. Les tops aujourd'hui, c'est tous les tops qui ont évité les pièges, chez les favoris en tout cas, c'est ceux qui ont réussi à éviter les pièges, qui n'ont pas réussi à éviter, notamment des Thibaut Pinot ou des Romain Bardet. On termine ces tops avec Nairo Quintana, qui est discret pour le moment, mais quand Nairo Quintana est discret, mais qu'il est dans le top 10, qui s'approche du top 10, c'est qu'il est bien, Nairo Quintana, surtout avec ce qui arrive. Oui, moi je répète depuis une semaine que je crois en lui et que je le trouve très bien sur ce Tour de France. Chez Movistar, désormais, avec l'épisode Landa, tout est clair sur le leadership. On va miser sur Quintana et ils ont raison de le faire. Moi, je pense qu'on va avoir un grand Nairo Quintana. Peut-être pas pour gagner, mais pour être sur le podium, je continue d'y croire. 8e à 2,04, Nairo Ouais, Quintana. clairement, encore, il est à moins d'une minute de Geraint Thomas. Sur la planche des belles filles, mine de rien, parce qu'on peut se juger que là-dessus, finalement, peut-être avec ce contre-la-montre un peu raté de la Movistar, même s'ils étaient à leur niveau. Il y a cette planche des belles filles où il a répondu présent. Derrière, il a fini dans le groupe derrière Geraint Thomas, Pinot et Alaphilippe. Il n'y a pas grand-chose à dire, encore une fois, un peu comme Bourgman, même si pour lui, j'ai quand même plus de certitude en haute montagne. Après, il faut voir, ça fait quand même 1 ou 2 ans qu'il prend des tirs sur certaines étapes. Cette année, il me semble quand même fort avec tout ce qu'il a fait, que ce soit autour de Colombie ou au Paris-Nice. Faudra voir. Faudra voir. Moi, j'y crois aussi. J'y crois aussi de plus en plus à Quintana. Balancez-nous vos tops, vous aussi, dans le chat, histoire qu'on puisse voir quand même aussi si par hasard ce qu'on a mis ne vous enchante pas ou si vous en avez d'autres qui vous passent par la tête, on les prendra tout à l'heure. D'ailleurs, Quintana à sa place, ni top ni flop, nous dit Ineg. Voilà, vous avez le droit aussi évidemment de ne pas être d'accord avec nous. Hein. Donc n'hésitez pas à le dire. Un des tops, les bonifs au sommet, nous dit Ludo. Vous avez l'impression, vous, que les bonifs ont servi ? Alaphilippe, oui. Oui.
C'est vrai. C'est- Alors, on les met dans les tops. S'il n'y a pas les bonifs sur la côte de Mutiny. Non, c'était pas Mutiny. Si, bah, il y a Mutiny et. Parce que la Philippe sort, ouais, c'est pas. Et Chevrère. Ouais, mais non, mais c'est pas Chevrère. Les Chevrères, c'est quand Alaphilippe sort pour. Saint-Etienne où il y a des bonifs. Ouais, c'était ça. Donc la côte de Mutiny a forcément servi à la Philippe. Voilà. La réponse, elle est simple. Ça lui a servi et ça a provoqué du mouvement dans une étape. Donc forcément, oui, c'est un top. Arnaud nous dit J'en top, doutais pas. Ineos, belge, flop, français pour le général. Bah, tu sais quoi, Arnaud, tu me permets une transition parfaite pour commencer les tops. Les flops, pardon, et les flops commencent par Romain Bardet. Polo, évidemment, c'est la grosse déception de ce Tour de France. Bah, clairement, puis ça a commencé avec ce contre-la-montre par équipe où là on le voit très bien sur ce tableau, il perd déjà 1,19 sur la Jumbo-Visma et 1 minute sur Ineos. On l'attendait, il leur manquait c'est Sylvain Dillier, il leur manquait Pierre-Roger Latour. Ça fait beaucoup pour une équipe qui n'a pas cette fibre de contre-la-montre, mais déjà tu sentais que c'était pas du grand AG2R et forcément pas un grand Romain Bardet. Et puis cette étape sur la planche des Belfi qui a été un terrible révélateur pour lui, où il prend un tir sur une montée qui aurait dû lui convenir. Il est arrivé pas en forme. On s'en doutait à moitié quand on avait vu son Dauphiné libéré et même ses premières courses de la saison. On voulait pas y croire. On s'est dit que son pic de forme allait arriver pour ce Tour de France. Peut-être qu'il arrivera plus tard dans les jours et dans les semaines à venir. On l'espère. Il a évité le piège de la bordure. Il est loin au général. Mais mine de rien, s'il est bon en montagne, il peut espérer peut-être des belles choses. Mais en tout cas, c'est une première semaine catastrophique pour l'un des leaders, enfin l'un des favoris qui visait la victoire au Tour de France. Romain, Ouais, pas beaucoup mieux, hein. Le problème, c'est qu'on dit s'il est fort en montagne, il peut revenir. Bon, on en a parlé dans le débat avant-hier, il me semble. On va pas le refaire, mais voilà, quand tu es autant en difficulté sur la planche des belles filles, bah, il y a très peu de chance, il n'y a pas de raison que tu sois le meilleur grimpeur une semaine plus tard au Tourmalet. on enchaîne après Romain Bardet, le triste Romain Bardet. On va voir ce qu'il fait dans les prochains jours, s'il a décidé d'aller chercher les étapes. Mais pour le moment, ce n'est pas forcément ce qu'on a l'air d'avoir décidé du côté d'AG2R, pardon, de la direction de l'équipe, j'allais dire. André Greipel, c'est ton flop, Robin. Oui, tout à fait. Bon, c'est un peu sévère, hein. J'ai hésité à le mettre là parce qu'honnêtement, c'était un petit peu attendu de tous qu'il ne soit pas au top sur les sprints. On voit là ses résultats depuis le départ du Tour. 18e à Bruxelles, 12e à Nancy, 12e à Chalon-sur-Saône. Franchement, moi, ça me fait surtout de la peine en fait, de voir André Greipel dans cette situation, de le voir autant en difficulté, plus du tout compétitif. Je pense que ça aurait pu être une belle histoire s'il avait été capable de venir chercher ne serait-ce que des podiums pour Arkea, voilà, qu'il l'a signé cet hiver. Pour lui aussi, ça aurait été beau. C'est peut-être son dernier Tour de France de ne pas partir sur des anonymes 12e place dans des sprints assez plats qui devraient lui convenir. Même sur les sprints intermédiaires, on l'a vu à la rue un petit peu se faire déposer par des mecs qui ne sont pas de son standing, quoi. Donc voilà, un petit peu triste plus que déçu en fait, parce que je m'y attendais. Malheureusement, on avait vu le début de saison d'André Greipel qui n'était pas rassurant. Et on se rappellera malgré tout que voilà, il a gagné 11 étapes sur le Tour de France. La dernière, c'était en 2016. Et une autre stat, il a gagné au moins une étape sur 12 grands tours consécutifs entre 2008 et 2017. C'est ouf. Mais voilà, la série s'est arrêtée sur le Tour de France 2017 et depuis, c'est plus le même André Greipel. On pense un peu comme toi dans le chat. Inek nous dit pas faux pour Greipel avec un petit robot qui fait la moue. Van Dicus nous dit j'ai trop de la peine pour Greipel. Polo, c'est vrai que c'est un peu ça qui prédomine plus que de la critique pure, c'est de la peine. Ouais, c'est de la peine, mais d'un côté, ça n'a pas l'air de l'affecter plus que ça. Il est très souriant sur toutes les interviews qu'on voit de lui. Il paraît que dans l'équipe Arkea, il a un super état d'esprit. Ça fait un peu penser à un tour comment dire, Un au revoir. une espèce de baroud d'honneur, un espèce de farewell tour, comme on dit, outre-Atlantique. Voilà, il n'a pas l'air très malheureux de sa situation actuelle. Il tente des choses, il n'y arrive pas. Mais je pense qu'il C'est était son dernier conscient tour, je aussi pense de que comment voilà. il allait arriver sur le tour. C'est ça. Il se faisait Ouais. pas de d'idées. D'ailleurs, l'image qu'on a vue dans Modo, c'est en haut de la planche des belles Ouais, très filles. bien. Je pensais qu'il avait tellement galéré qu'il Il était s'était dans l'échappée il du est- jour. Hein. il était dans l'échappée du jour, mais en fait, cette image, moi, je pensais qu'il avait marché depuis au moins 300-400 mètres dans le mur. En fait, non, il est arrivé au bout, sur le vélo, et vraiment 5 mètres avant la ligne, il est descendu de son vélo, il l'a mis sur les épaules, il a fait le show, quoi. Donc, c'est un André Greipel. Il restera au moins une
image de son Tour 2019. Voilà, qui reste C'est heureux. sévère, mais ça a toujours été un mec assez marrant, qui a été pas mal critiqué au début, mais en fait c'est un gars qui a un humour assez particulier, mais qui a toujours été apprécié dans les équipes où il est passé. Et le dernier flop, c'est le mien. J'ai choisi de parler d'Astana. Astana qu'on attendait avec son leader Jakob Fuglsang, qui est vainqueur du Dauphiné, donc évidemment attendu. Et puis, on avait nos réserves, mais quand même, il y a de quoi être déçu. On voit qu'il est actuellement 16e du classement général, 3,22 de retard. Il a pris la bordure que Pinot ou Uran ont pris. Il avait déjà fait un contre-la-montre assez moyen avec Astana, 41 secondes de perdu et 1,40 de perdu sur la bordure. Voilà, Non, mais il la perd où, beaucoup trop. Parce que 1,40 plus 40 secondes, ça fait 2,20. Ah oui, c'est sur Alaphilippe, je suis bête, ok. Oui, voilà, Et après, putain, c'est sur le maillot jaune. Suis un peu, s'il te plaît. Oui, pardon. Voilà, mais en tout cas, c'est une des équipes et notamment un des grands leaders, un leader qu'on attendait et qui n'est pas au rendez-vous, Polo. Ouais, non, mais le problème, en plus, il y a ce problème Fuglsang avec la bordure qu'ils ont pris. Et puis, après Ineos, c'est quand même l'équipe qui a le plus de cartes en main pour pouvoir un peu dynamiter cette course. Et ça fait écho un peu cette déclat de Luis Leon Sanchez qui disait sur l'étape de Saint-Etienne où Julien Philippe attaque avec Thibaut Pinot. J'avais dit lors de la réunion tactique que Julien allait attaquer au sommet de cette côte. C'était presque écrit. On aurait pu le suivre, mais bon, c'était la tactique de l'équipe de faire le train derrière. On aurait pu montrer un autre visage, mais les directeurs suivent la tactique établie. Ça ressemblait pas du tout à du Astana, à ce Astana qu'on voit depuis le début de la saison, un Astana offensif et un Astana qui remporte beaucoup de victoires. Et je les trouve vraiment très petits bras, que ce soit avec Fuglsang, que ce soit avec les autres. Je trouve qu'on utilise mal des Luis Leon Sanchez, des Magnus Cort Nielsen. On verra quelle est leur stratégie dans la montagne, mais sur cette première semaine où il y avait le profil pour faire péter, pour mettre des tactiques en place, notamment pour cette équipe vraiment tout-terrain, je trouve ça très, très décevant de la part d'Astana. Ce début de tour est vraiment raté de leur part. Sur l'étape de Saint-Etienne, quand ils ont roulé, Jakob Fuglsang disait que ça pouvait lui correspondre, que ça pouvait correspondre à Lutsenko. C'est vrai que Polo a raison. Lutsenko aussi, que je n'ai pas cité, qui est très mal utilisé. Voilà, et c'est vrai que c'est pas forcément les noms auxquels on s'attend. Est-ce que tu comprends ces critiques à demi-mot de Luis Leon Sanchez, qui est un coureur très expérimenté? Ouais, après c'est sûr qu'il y a de la déception parce que tu n'espères pas être aussi loin au général avant la première étape de haute montagne. Mais moi je retiens aussi que Fuglsang il a chuté sur la première étape, que ça l'a, sans peut-être l'handicaper physiquement, ça l'a un peu travaillé pendant quelques jours peut-être, qu'il n'était pas aussi serein que ce qu'il était au départ à Bruxelles. Donc voilà, je pense qu'on va avoir une réponse très rapide parce que si Fuglsang a son niveau du printemps, voire du Dauphiné en haute montagne, il peut faire des dégâts et on oubliera rapidement ce qu'il a perdu sur la première semaine, même si pour la bordure, il est dans le même bateau que Thibaut Pinot et là-dessus, il est. Si on ne pardonne pas à Pinot, on ne pardonne pas à Fuglsang. Voilà, exactement. Surtout avec l'équipe qu'il a, des gros rouleurs qui sont expérimentés, qui savent se placer. Il y a de quoi être forcément critique avec une équipe qui prend une bordure comme ça. Surtout qu'ils sont en forme parce que la bordure, ils sont à deux doigts de la tuer dans l'œuf, vraiment à deux gars. Je crois qu'il y avait Lutsenko et un autre de ses coéquipiers. C'est eux qui ramènent la bordure à 10-12 secondes. Ce n'est pas les coéquipiers de Thibaut Pinot qui étaient aux fraises, que ce soit dans le groupe. Il y avait Reichenbach qui bossait beaucoup à ce moment-là. Qui était lâché derrière. Ils sont en forme, c'est pour ça que je suis un peu frustré. Donc on va voir par la suite. Là, c'est quand même des profils qui vont les arranger plus que ça. J'aimerais qu'ils tentent des coups avec envoyer des mecs dans les échappées et avec un Fuglsang qui, je pense, a les jambes, faire des trucs. Parce que maintenant, à l'image de Thibaut Pinot, ils sont très loin aussi au général. Il faut qu'ils bougent. Les autres flops pour terminer ce baromètre, on a Nibali, Yates, Zakharine qui sont ensemble dans ce petit carré, qui sont en gros avec un maillot rose. Ils sortent du Giro. Tous les coureurs qui sortent du Giro, enfin une partie. Christophe Laporte qui a malheureusement abandonné et la team UAE. Ceux qui sortent du Giro, Polo, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous très décevants depuis le début de ce tour. Alors, c'est pas forcément un flop, mais ça montre que finalement, à cette période-là, en 2019, c'est très très dur d'enchaîner deux tours au très haut niveau. Et c'est pour ça que... Moi, j'avais du mal à comprendre ceux qui me parlaient de Nibali comme d'un favori du tour. Oui, non, mais voilà, moi, je ne pas, on l'avait jamais dit. Et même lui, il y avait beaucoup d'éclats qui disaient que, quelques jours avant le tour, que lui, il avait peut-être essayé de jouer le général. Mais voilà, il ne pouvait pas le faire. C'est pour ça que la performance de Chris Froome, l'an dernier, dans le Tour de France, est
une performance incroyable. Parce que quand on voit ces 3 coureurs qui sont 3 coureurs excellents, qui sont à la rue complet dès les premières étapes, donc forcément ils auraient peut-être pu bénéficier de la fraîcheur de cette fin de Giro pour être bon au moins en première semaine. Là, ils sont vraiment aux fraises, donc je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir ce qu'ils peuvent espérer dans les prochains jours, mais ça montre que voilà, enchaîner Giro et Tour, c'est devenu presque inhumain aujourd'hui en 2019. Beaucoup défendent Laporte. Il a été malade. Oui, bien Est-ce sûr. que du coup il a sa place dans ces flops ou pas, Oui, Romain? il a des circonstances atténuantes sur ces 2 derniers jours où il n'est pas au top. Voilà, après, ça peut être aussi, c'est un peu comme Greipel, une déception, une frustration plus peut-être qu'un flop parce qu'il aurait été foncièrement mauvais. Mais on est déçu déjà de ne l'avoir pas vu vraiment sur les sprints et qu'en plus il est dû abandonner trop tôt. Et la team UAE, alors bon, je vous ai trouvé pas dur, mais est-ce que vous pouvez défendre ce choix-là, même si voilà, je l'ai fait avec vous, hein, je ne vais pas me désolidariser non plus, mais voilà, on a un Dan Martin quand même qui est placé au général. C'est surtout en gros Fabio Aru et Christophe qui sont décevants dans cette Bon, équipe-là. Aru, Voilà, Fabio Aru, c'est un peu parce compliqué, que, mais il Christophe revient surtout. d'une grosse blessure, ouais, Christophe sur les sprints qui se fait manger par Philipsen. Et bah voilà, une équipe finalement. En fait, c'est surtout, moi, de mon point de vue, ils ont un tel budget, ils ont des tels noms dans l'effectif, de les voir absolument pas peser sur la course, parce que même Dan Martin, c'est bien sympa, il est bien placé, mais à quel moment on Dan l'a Martin vu à la planche, Voilà. le vrai Dan Martin, il est bien meilleur que ce Donc qu'il fait. voilà, c'est juste, on peut quand même espérer mieux de cette équipe, j'espère. Ou alors sinon, si on doit se contenter de ça, faut nous prévenir, et on en attendra pas plus, pardon. On verra, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette éclaircie dans ce tunnel qui est Jasper Philipsen, qui montre plus les étapes et plus les courses passent, qu'il faudra compter sur lui sur les sprints massifs à l'avenir. Christophe est décevant, mine de rien. On l'a vu sur un seul sprint. Le reste, on ne l'a pas vu du tout de ce Tour de France. Fabio Aru est dans le dur, mais après, il revient de blessure. Ouais, on a peut-être été un peu dur avec le team UAE, surtout qu'on va voir ce qu'ils vont faire dans les prochains jours. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas la folie côté UAE, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est pas la folie côté UAE, mais apparemment ce ne sont pas les seuls, vu tous les flops qu'on a choisis. Voilà, c'est terminé pour ce baromètre. N'hésitez pas à nous dire en commentaire YouTube ou dans le chat quels sont vos flops, les amis. On a pas mal utilisé le chat, mais on va continuer à l'utiliser parce que c'est l'heure de la chat room. C'est parti. Je vois que Killing directement dans le chat demande UAE, est-ce que c'est une équipe invitée? Non, même pas, Ça certainement ressemble, pas. hein. Ça ressemble. C'est vrai que ça y ressemble. La préparation de Bernal axé Giro ne va pas l'handicaper, Polo? C'est une très bonne question. Franchement, C'est celle de dentiste Rémois. court depuis très tôt cette saison. Tout ce qu'il a fait, c'était vraiment pour être leader unique sur le Giro. Il se pète la clavicule 2 semaines avant, il n'y participe pas. Ça va faire long, hein. Ça va faire long. Et tu te 3 rappelles que semaines. quand on a fait le débat sur qui doit être leader chez Ineos, tu choisissais Bernal et que je te donnais cet argument et que tu n'en voulais pas à l'époque. Mais non, mais le fait est que là, il fallait que je défende Ton poulain. mon poulain. Mais je pense pas en soi. Mais ça risque peut-être de jouer. Après, aussi, un Geraint Thomas qui a une préparation un peu tronquée aussi, tu vois, ça peut un peu s'annuler. Mais quoi qu'il arrive, c'est que pour l'instant, et l'un et l'autre n'ont pas montré de signes de faiblesse ou de fatigue. Non, on verra. C'est trop tôt pour le dire. Le Belge du 73 apparemment demande une victoire belge sur le Tour aujourd'hui. Alors, faudrait qu'on réfléchisse, mais Wout van Aert peut encore une fois Ouais. gagner aujourd'hui, mais ça risque d'être Faudrait qu'il fasse quelque chose, hein, pour quand même. Dylan, quoi. Ouais, et ça risque en tout cas de se jouer entre Viviani et Juan Sagan Groenewegen. J'imagine mal un mec venir leur chipper la place. Après, et en plus, oui, pour que Van Aert fasse le sprint, il faudrait C'est ça. qu'il arrive quelque chose à Groenewegen. Il y a Matt qui a demandé Gaudu carte blanche après la déroute de Pinot. Non. Là, j'ai l'impression qu'au contraire, Pinot va encore plus avoir besoin de Gaudu avec lui. Oui, clairement. Puis au final, Gaudu, qu'est-ce qu'il pouvait espérer aussi sur ce tour? C'est peut-être une bonne place au maillot blanc. En plus des Pinot. Gaudu, c'est pas ce fondeur. On en a déjà parlé. Qu'il aide Pinot. D'ailleurs, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vraiment son objectif. Il le répète tout le temps dans chaque interview qu'il donne. Là, il doit aider Pinot. Le fait d'avoir pris cette cassure peut-être va l'handicaper pour le maillot blanc vu que des Henrik Mas et des Bernal ne l'ont pas prise. Voilà, laisser Gaudu aider Pinot en montagne, c'est peut-être le
next big things côté français pour les grands tours. Mais pour l'instant, il ne faut pas le cramer. Il est très bien en tant que coéquipier de Thibaut Pinot. C'est vrai, Rémi Baroche dit qu'il ne sera pas leader avant 2021. J'ai lu une interview de Marc Madiot là-dessus qui disait voilà, pourquoi Thibaut Pinot a notamment beaucoup souffert dans son développement. C'est parce qu'il a été grand leader très tôt. On rappelle quand même Thibaut Pinot qui ne devait pas être leader sur son premier Tour de France. Il ne l'a été que parce que Arnold Jansson avait été forfait juste avant le Tour, 2 jours avant. Il a été propulsé leader. Il devait déjà pas, au-delà de ne pas être leader, il ne devait pas être sur ce Tour de France 2012, où il gagne à Port-Rentruy. Normalement, il ne devait pas y être. Et en plus, il est arrivé Il se replace au général et après il fait des étapes incroyables. C'est l'étape de la Toussure, il attaque Froome quand Pierre Roland gagne. Oui, mais après il était prêt. Quand tu le vois à la pédale en 2012, il fait 10e. Bien sûr, mais je veux dire, pour faire le parallèle avec Gaudu, c'est que Gaudu est capable d'aller chercher une étape sur le Tour de France, mais il veut peut-être Marc Madiot le retenir pour le calmer des étapes. Faudrait il est pas non plus dominant en montagne. Non, pas dominant, mais il peut très bien. Si le groupe des favoris il y a un train. Mais il y a 180 mecs qui peuvent gagner le Tour. Woodpool, son objectif, c'est pas d'aller chercher une victoire d'étape en montagne. Alors, il pourrait largement, je pense que. Moi, je parle de capacité, je parle pas de le faire. Dans le top 10 des meilleurs grimpeurs. Tous les mecs au départ peuvent gagner une étape. Gaudu un peu plus que d'autres quand même. Ouais. Mais voilà, après les objectifs de course, l'objectif c'est que Thibaut Pinot remporte le Tour de France. C'est un objectif qui a pris un coup dans l'aile, c'est certes, mais il peut encore viser un podium. Il faut tout faire chez la FDJ pour que Pinot remporte ce podium et ça passe par un Gaudu en coéquipier dévoué. Et puis Gaudu, c'est pas quand même un baroudeur, c'est pas un mec qui a une pointe de vitesse. Je veux dire, pour gagner des étapes en échappée, il a quand même pas les meilleures qualités du monde. C'est un mec qui peut faire des super trucs en montagne, au classement général, oui, mais pas tout de suite. Avec un Thibaut Pinot qui est pas fan du Tour de France, en plus il l'a déjà dit Gaudu, même Thibaut l'a dit, Gaudu dès l'année prochaine il sera peut-être leader sur le Tour de France puisque j'ai pas l'impression que Thibaut Pinot ait prévu d'y retourner l'année prochaine. Donc alors ça c'est un peu tôt. Voilà. Monsieur Sauron, ça fait 3 fois qu'il pose la même question. Pourquoi TJ Van Garderen n'y arrive plus? On ne parle plus de TJ, on le laisse tranquille, il est chez lui, il se repose. Il se repose. Ouais, TJ Van Garderen, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a fait une bonne préparation. Oui, il était pas 12 fois. Oui, voilà, c'est ça. Qu'on raconte la même chose, tu vois. Il a fait une préparation, il est tombé. Il repose la question en plus. On va avoir des problèmes, toi et moi. Il a abandonné. Tant pis, c'est dommage. Il aurait bien pu aider Rigoberto Urán dans la montée, dans la montagne. Mais bon, maintenant il est plus là, ça sert à rien d'en parler. Donc voilà, c'est terminé pour cette chatroom, les amis. On va passer à la rétro chronique du vélo. C'est parti. Cette rétro aujourd'hui parle de Frédéric Moncassin. C'est un coureur français des années 90. Alors peut-être que vous ne le connaissez pas forcément. On va tout vous faire découvrir sur lui. Il a commencé en 90 chez Castorama. Il a terminé en 99 au Crédit Agricole. Et entre les deux, des histoires complètement dingues. Et Robin, quand vous l'avez interviewé sur Chronique du Vélo, vous n'imaginiez pas avoir le droit à autant d'interviews. D'anecdotes, ouais, c'est ça. D'anecdotes. L'interview date d'il y a 1 an. On a fait ça avant le Tour de France 2018, où j'avais déjà eu quelques fois Frédéric Moncassin au téléphone, et je m'étais dit, il a l'air d'avoir plein de trucs à raconter. Il a une histoire assez incroyable avec le Tour de France, malgré tout. On voit là son palmarès, notamment en 96, où il gagne 2 étapes et où il porte le maillot jaune. Il faut que je l'appelle et pour qu'on voit quelle est vraiment son histoire avec le Tour. Et très honnêtement, je pense que c'est l'interview. Alors, j'ai pas eu la chance d'interviewer encore tous les acteurs du vélo depuis 50 ans, mais de ce que j'ai pu faire comme interview, c'est vraiment la plus incroyable. J'ai passé 1h20 au téléphone avec lui et j'ai vraiment eu des fous rires par moments avec ce qu'il me racontait. Donc vraiment savoureuse, et je vous conseille, on va vous en donner quelques extraits là, on va vous en parler, mais je vous conseille d'aller lire l'intégralité sur chroniqueduvélo.fr. C'est vraiment de la littérature, si je puis dire. C'est un des très très bons interviews de Chronique du Vélo. C'est vrai que j'avais lu il y a plusieurs mois et que je me demandais si par hasard tu allais vouloir en parler dans cette rétro de Chronique du Vélo qu'on fait tout le temps en live sur Roue Libre. Alors pourquoi aujourd'hui tu as décidé d'en parler, à mon grand bonheur? Parce qu'on arrive à Toulouse aujourd'hui et que Frédéric Moncassin est de Toulouse. Donc voilà, il me fallait un petit truc pour faire le lien et pour pouvoir le placer. Voilà, j'ai fait ça subtilement. Et Fred Moncassin, c'est un des derniers grands sprinteurs français à avoir claqué une étape au sprint sur le Tour de France. Alors aujourd'hui, on se dit qu'on a Arnaud Desmarques qui a gagné en 2017 et en 2018. Mais il n'y en a pas eu tant que ça finalement sur les 20-25 dernières années. On a eu Jimmy Casper, on a eu Jean-Patrick Nazon.
voilà, il se compte sur les doigts d'une main. Et Frédéric Moncassin faisait partie de ces gars-là. On le voit là en photo avec le maillot Gann, donc dans ses meilleures années chez Gann, avec le maillot vert qu'il a porté temporairement sur quelques étapes sur le Tour de France 1996. Et c'était un phénomène, Frédéric Moncassin, un mec qui n'avait peur de rien, un casse-cou, qui aimait finalement presque quand les sprints étaient sales, très 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 viril. Et c'est vrai que quand tu dis ça, ça me fait penser à une décla que j'ai calée du coup. Et il dit un truc, il le raconte tellement bien en fait dans toute l'interview. Il dit en fait quand on est sprinter, il faut niquer tout le monde. Ça se fait par des petits coups d'intox à la cocotte de frein pendant que le mec devant pédale et qu'il ne veut pas s'écarter. On lui touche un peu les fesses. Le mec sent un truc. Il suffit qu'il s'écarte de 10 cm. On passe le guidon et le mec est niqué. Je me régalais là-dedans. C'est vrai qu'il a ce côté où il adore ça en fait. C'est ça. Et en plus, c'est une époque dans le sprint où le sprint mondial est pléthorique et on a du mal à se rendre compte. Mais on a Mario Cipollini, on a Eric Zabel qui gagne 6 maillots verts, on a Abdou Japarov qui en gagne 2 lui aussi, on a Bill Gevens, le néerlandais. Donc même si tu étais très 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 costaud, pour se faire une place parmi ces mecs-là, c'était un enfer. Fallait être un monstre physique, un monstre aussi tactique, fallait avoir peur de rien, être un vrai casse-cou. Et en plus, Frédéric Moncassin, il n'a jamais vraiment eu une équipe à son service. Comme la Saeco, par exemple, qui bossait pour Cipollini avec leur maillot rouge, qui était l'armada à l'époque. Il parle de gros gorilles qui étaient autour de lui d'1 m 90. Vraiment, c'était des Golgoth à la Saeco. Les mecs, ils emmenaient Cipollini dans un carrosse. Mais aujourd'hui, le train de Viviani, à côté, c'est les bisounours. Donc oui, la Saeco, c'était quelque chose. Et puis même la T-Mobile de Zabel, c'était des grosses armadas. Et Moncassin, lui, il devait pas mal se débrouiller seul. Bon, il aime bien dire qu'il a jamais eu personne pour lui emmener un sprint. En vérité, il s'est arrivé quand même qu'il ait quelques mecs. Mais chez Gann, c'était un petit peu archaïque malgré tout. Et du coup, ce qu'il disait, c'est qu'il aimait se débrouiller. Et quelle était la tactique finalement? On envoyait Chris Boardman, qui était aussi chez Gann, qui était spécialiste du contre-la-montre et des prologues. Et il dit, on l'envoyait au kilomètre. Ça foutait un bordel pas possible. Et Frédéric Moncassin, il était très content parce que ça désorganisait tout le monde. Et Boardman adorait ça. Voilà, Boardman adorait ça. Des fois, ça marchait en plus. La Saeco, ils savaient plus où donner de la tête. Est-ce qu'on suit Boardman? Est-ce qu'on vérifie ce que fait Moncassin? Voilà. Et lui, il aimait quand c'était le bazar comme ça. Et il dit voilà, généralement, au lieu de lui emmener le sprint dans le dernier kilomètre parfaitement, on l'emmenait jusqu'à la flamme rouge et on lui disait maintenant débrouille-toi. Lui, il voulait l'inverse. Donc, comme ça fonctionnait pas comme il voulait, on envoyait Boardman et après advienne que pourra. Et ce Tour 96, c'est le paroxysme de sa carrière et de son histoire avec le Tour de France. Il gagne la deuxième étape aux Pays-Bas qui lui permet déjà de prendre une belle avance sur le maillot vert et puis de prendre des bonifs qui le placent pour le maillot jaune. Quelques jours plus tard, justement, il réussit à prendre ce maillot jaune. Donc en quelques jours, il claque sa première étape sur le Tour. Il prend le maillot jaune qui gardera une journée et il en gagne une deuxième en fin de Tour de France à Bordeaux. Donc voilà, ce Tour 96, c'est vraiment symbolique dans la carrière de Frédéric Moncassin. Et Polo, tu as une anecdote sympa sur cette prise du maillot jaune, je crois. Bah ouais, ce qui est marrant, c'est que 2 jours après sa première victoire, du coup, il remporte le maillot jaune et là, on se dit que ça doit être l'effervescence. Il n'a pas aidé par son équipe, en fait. On est content. Et en fait, sur cette étape, il doit juste aller chercher des bonifs. Il y a le premier sprint de bonification, il y a le deuxième, et à chaque fois, ses coéquipiers attaque en fait parce que en fait ça arrivait je sais plus où est-ce que ça arrivait Picardie. En Picardie, ses équipiers étaient des picards, c'est ce qu'il dit dans l'interview et que tout le monde voulait un peu se montrer. Finalement les bonifs lui passent sous le nez, il est obligé de faire une place, un top 3 à l'arrivée pour avoir ce maillot jaune parce qu'il avait une seule seconde de retard et finalement il se dit ouais, je prends la hausse de Cipollini, de toute façon il fera 1 ou 2 et je serai derrière, donc ça ira et pardon, excusez-moi Robin il me vole une anecdote, il est fou. Donc en gros je reviens à mon anecdote puisque je vole celle de Robin. En gros le lendemain matin, au briefing avec Roger Leget qui était son directeur sportif, alors qu'il y avait un peu d'effervescence, on va passer une journée en jaune et tout, il a cette déclaration pour ses coéquipiers: vous êtes tous des enculés, je pense que vous êtes des jaloux, vous ne m'avez pas aidé à prendre ce maillot jaune, l'oseille on va le partager, il n'y a pas de souci, mais c'est moi qui l'ai gagné, je l'ai gagné tout seul. Voilà, moi ça m'a régalé. J'ai trouvé cette anecdote fantastique et très très vrai, puisqu'au final, il s'est vraiment débrouillé tout seul, mais ça, tu vas mieux nous le raconter. Il a ce maillot vert du Tour de France, ce maillot jaune du Tour de France, mais pourtant, en fait, Moncassin, il t'a raconté qu'il aimait pas trop le Tour de France. Non, il aimait pas trop, mais étonnant. Ouais, il aimait pas parce que c'était une galère pour lui le Tour de France. Et puis en plus c'était un voyou et les sprints du Tour ils sont toujours ils sont quand même propres. Tout le monde a une armada. C'est plus organisé qu'ailleurs. Alors que lui c'était un voyou dans les sprints. Il était déjà bon. On l'a dit à une période où le plateau de sprinters était hallucinant. Pour jouer un top 10 il fallait tellement jouer des coudes. Un mec gentillet dans un sprint du Tour de France il faisait pas une place. Donc Moncassin il faisait un peu sa loi à lui dans les sprints. Même s'il était jeune. Il voulait quoi. Voilà, il s'inquiétait pas trop des règles
des codes qu'il pouvait y avoir. Lui, le matin, il regardait le roadbook, il voyait qu'il y avait un virage à 400 mètres, il disait bon, bah là, il faut virer 4e au virage. Bah lui, il virait 4e au virage. Et puis si, en fait, le 5e, c'était Cipollini dans la roue de 4 mecs de la Saeco, bah lui, il allait quand même 4e et il prenait la place de Cipollini. Et il raconte que les Italiens le maudissaient parce qu'il faisait vraiment, il respectait absolument rien. Il respectait absolument pas les trains des autres équipes au début. Et voilà, c'était ce qu'on appelait un voyou, quoi. Mais c'est malgré tout comme ça qu'il a réussi à faire sa place parce que au début, un voyou, on le prend un peu de haut, mais quand il commence à gagner, on se dit bon bah finalement, lui, c'est comme ça qu'il marche et c'est sa façon de faire. Et quand tu gagnes une étape sur le Tour de France, malgré tout, tu imposes le respect. Derrière, on te laisse davantage passer, on te laisse davantage frotter, passer ton épaule, te positionner un peu là où tu as envie. Donc voilà, c'est comme ça que Frédéric Moncassin il faisait sa place et c'est toujours resté ce casse-cou. Aujourd'hui encore, il est retraité, mais il fait de la motocross, il en faisait aussi pendant sa carrière. Et il y a un épisode qui raconte quand même pas mal cette philosophie de Frédéric Moncassin. C'est ce Tour 96, cette deuxième étape, cette journée, pardon, pas la deuxième étape, cette journée où il prend le maillot jaune. T'en parlais tout à l'heure, Paul. En fait, il faut savoir qu'avec Abdou Japarov, qui était un de ses rivaux de l'époque, il a un passif sur les Champs-Élysées en 93. Moncassin veut gagner l'étape et Abdou Japarov lui met 2 vagues dans le sprint sur les champs qui l'empêche clairement d'aller faire le sprint comme il faut et de pouvaire peut-être gagner. Donc depuis ce jour-là, il a une dent contre Abdou Japarov et donc sur ce sprint du Tour 96, deux, ils ont couru ensemble. Voilà, exactement. Et sur ce sprint du Tour 96, il faut qu'il fasse 3e, Paul le raconte. Il y a Zabel et Cipollini qui sont bien lancés dans ce sprint et du coup, Moncassin, il faut absolument qu'il prenne cette 3e place. Et donc il raconte, et je vais vous lire l'extrait qui est assez savoureux. Donc il raconte: j'étais dans la roue de Chipo comme prévu, mais dans le dernier virage à droite, je vire un peu large et je vais choper une botte de paille avec ma pédale gauche. Je suis limite de me casser la gueule et pendant que je fais cette petite manœuvre un peu large, qui vient me piquer la place derrière Cipollini? Abdou Japarov. Je tourne ma tête à droite et je le vois. Il m'est revenu en tête le coup des Champs-Élysées en 93. Ça m'est revenu à l'esprit en une fraction de seconde. J'ai dit lui, il dégage. Je me suis lancé, j'étais à gauche de la route, je suis allé jusqu'au centre et je lui ai mis un strike, boum. Je te l'ai sorti de là à la vitesse où on roulait. J'ai entendu une partie de son vélo toucher les barrières, ça a fait dring. Il est pas tombé, mais je te l'ai sorti de la roue. Je m'en foutais de le dégager comme ça. C'était Abdou, il y avait 1-0 pour lui depuis 93. Il fallait que je lui rende, que je remette un point. Alors ensuite le sprint démarre, Zabel lance à 350 mètres, il gagne l'étape comme un cheval. Moi je reste collé à la roue de Chipo, il fait 2, je fais 3. Derrière, évidemment, Abdou Japarov, il est complètement énervé. Il vient après l'arrivée voir Moncassin, il dit: Fred, qu'est-ce que t'as fait et tout. Moncassin lui dit: écoute, ta gueule, ça c'est pour ce que tu m'as fait aux Champs-Élysées en 93. Maintenant il y a 1-1. Et Frédéric Moncassin réussit à avoir son maillot jaune, mais il était tellement nerveux de ne pas réussir à choper ce maillot que dans ce sprint-là, il pouvait tout se permettre. Et en plus, après ce premier sprint où Abdou Japarov lui met 2 vagues, il avait même demandé à ce qu'il y ait une réclamation, mais on lui a dit non. Ouais, on lui a dit non, et c'était même certains journalistes, ils citent Holtz et Sagné à l'époque, ils disaient non, c'est Abdou Japarov qui a gagné. On va nous dire qu'on est des chauvins. Ouais, ils avaient peur de passer pour des chauvins, quoi. Ouais, c'est ça. Donc non, pour le coup, et c'était aussi, il parle beaucoup, c'est un peu un fil rouge de cette interview, beaucoup de respect, notamment dans les sprints et dans le peloton. Quand il arrive en 93 pour son premier Tour de France et qu'il fait 2e, qui se fait bousculer par un Abdou Japarov qui a déjà gagné plusieurs étapes sur le Tour en 93, et forcément, il s'écrase, quoi. En termes de statut, ouais, il est en dessous. C'est ça. Mais comment ne pas définir Frédéric Moncassin avec ta dernière anecdote, mon Robin? C'est la manière dont il a quitté le Tour de France, absolument incroyable. Mais t'en parlais tout à l'heure, tu me disais il aime pas le Tour de France. Non, il aimait pas le Tour parce qu'on lui disait il y a 6-7 étapes pour toi et tout le reste tu vas prendre une branlée. T'as 35 minutes pour rentrer dans les délais, aujourd'hui t'as 45 minutes. Lui ça l'insupportait, c'était lui ce qu'il aimait, c'était la bagarre à l'avant. D'ailleurs il aimait beaucoup les classiques pavés. J'ai vu quelqu'un qui en parlait dans le chat. En effet sur le Tour des Flandres, sur Paris-Roubaix, il a fait des bonnes places, voilà. Et lui il aimait ça parce que c'était débridé, il n'y avait pas de scénario préécrit et on pouvait se bastonner, c'était à la pédale. Mais le Tour de France ça l'énervait, ouais. Et donc cette année 96 c'est son paroxysme, mais très vite ensuite il décline et 98 c'est pour lui son dernier Tour de France et c'est une année où il est plus à la bagarre dans les sprints et en plus il y a l'affaire Fessina qui tombe sur le Tour de France où du coup de l'amalgame est fait, le public en veut à tous les coureurs, les journalistes ne font plus non plus la différence entre les mecs de Fessina qui ont été pris, les autres, les amalgames sont faits par tout le monde, même les politiques s'en mêlent et donc ça devient un bazar monstre sur ce Tour de France et donc lui il raconte, il dit en 98 on est arrivé près de la maison, j'étais pas super bien, j'avais encore mal au dos, il y avait ces histoires à la con de Festina et de
dopage. Alors j'ai monté le Tourmalet et dans la descente, il y avait un peu de brouillard. Je me suis mis à plat ventre et je suis rentré à la maison. Voilà, je les ai laissés dans leur merde, tous. Il y a J'ai écrit pas rire. peur de le dire maintenant. Ouais, voilà. Donc, et en fait, oui, voilà, c'est lui qui rigole en le racontant. C'est pour ça les rires dans la décla. J'ai ri au même moment. Bah, évidemment, et je peux te dire que moi au téléphone j'étais plié en deux quand il me racontait toutes ces anecdotes. Donc voilà, il a quitté le Tour de France d'une façon qu'il caractérisait finalement assez bien. Il en avait marre et il les a tous laissés là à gérer leurs histoires avec Festina. Et il s'est barré quand il avait envie de se barrer, Polo. Ouais, clairement. Peut-être une petite erreur de stratégie de carrière quand il a voulu vraiment devenir un coureur de Flandrien alors qu'il était plus un sprinter. Finalement, il a jamais récupéré ses qualités de sprint et il n'a jamais eu ce coffre pour devenir un vrai Flandrien, même s'il fait des très belles places, notamment sur le Tour des Flandres. Peut-être une petite erreur à ce moment-là. Du coup, c'est pour ça qu'il a une carrière, mine de rien, assez courte en fait. Donc voilà, c'est terminé pour la rétro. Il est 53, donc on a bien avancé, mais c'était une rétro absolument géniale. Si vous avez l'occasion et quelques minutes Un petit peu de temps pour lire. Faut un petit peu de temps, mais vous ne Et le il y a perdrez du pas. PSG en plus, j'étais là. Ça a mis du temps. Mais en tout cas, vous ne perdrez pas ce temps-là. C'est terminé pour la rétro. Vous pouvez la retrouver évidemment sur Chronique du Vélo, ton site. Robin, on va passer désormais dernière partie de l'émission, le quiz. C'est parti. Alors, on a oublié de prendre les ardoises, donc vous savez quoi, vous allez devoir répondre en essayant de ne pas vous copier. Mais en gros, sur une page Open Office. Donc voilà, première question. Contre la montre par équipe 2011, qui s'impose BMC ou Garmin? Il me semble que c'est... Polo, tu as une réponse? Je réfléchis. On fait le chiffre, soit 1 ou 2. 1 pour BMC, 2 pour Garmin. Voilà, c'est ça, bravo. Fais ton chiffre. C'est quoi avec le À 3, on donne la réponse. Vas-y. 1, 2, 3. Je crois que c'est Garmin. Ouais. Ah bah du coup, c'est Garmin. Bravo les gars, bravo. Là, j'ai trouvé une solution sans les ardoises. Ouais, Parce que ça fuse là-haut. c'est fantastique. Le quiz, c'est vraiment ton truc. Ça fait donc 1 partout. Qui a gagné le premier sprint des Champs-Élysées en 1975? Ok, Vous êtes prêts? Là, Oui. toi je l'ai, ouais. 1. Moi, je vais mis vers le seul mec que je connais. Ok. Paul, il va faire ciseaux. C'est parti? 1, 2, 3. Bravo les gars. Code froid, Ouais. là. C'est ça. Moi, je le connais. Paul, tu Carmel, fais 1 comme ça, toi. Ouais, bah, pourquoi ça compte pas? Je peux le faire comme ça. On a rien On vu. n'a rien vu. Combien de maillots de la Il y avait un truc plein pot, hein, je tiens à signaler. Donc voilà, combien de maillots de la montagne Capucci a-t-il remporté sur le Tour de France? 2 ou 3? Ok. Là, il n'y a pas de 1 ou 2, c'est 2 ou 3 avec. Ouais, Ouais, 2 ou 3. ça va dépendre de Ouais, la ouais, réponse. parce que s'il y en a un qui dit 2 et qui fait 1, Voilà, c'est ça. enfin qui veut dire 3 et qui fait 2, c'est pas clair. Donc là, on fait 2 ou 3. Ouais, Ok? Yes. C'est parti. 1, 2, 3. 2, c'est bon. Toi, t'es Ça bon, fait Polo. 3-3. Je fais pas grand chose. Tu m'étonnes. Petit pyramide, les amis. Allez, Petit pyramide. Ah. Polo, regardez nos doigts. bah, tu as commencé hier, donc on va Ok. commencer C'est vrai que avec le toi. sein, c'est hyper facile et moi, c'est le dur, c'est ça? Exactement. Pas besoin de ça déjà. Voilà le coureur que Robin doit trouver. Vous allez le voir apparaître en retour. J'ai préparé Un mes indice trois, en bas mes de trois votre- petits, mes trois petits mots. Ça, je crois bien que sur la photo, il y a 3 coureurs. Voilà. Heureusement qu'il y a nous qui nous aide. Cofidis, Ouais. Sam dit ouais. Ouais. Sam Dumoulin. Samuel Dumoulin, Cofidis. Ouais. Ok. Quand, il gagne une étape à Nantes sur le Tour C'est de vrai. 8. Stéphane C'est pas le premier auquel j'aurais pensé. Mais bon. moi, j'aurais- Troisième, Botero? Non, Rinero, pardon. ah c'est Rinero qui fait 3 sur le tour. Non, il y a aussi Yulik. Bobby Julich. Voilà. J'ai- Américain, j'allais dire. Tu m'as mis le doute du coup. Bah, tu marques un j'ai point un, parce ouais, qu'il j'ai aurait- un. Oui, voilà, il après. l'aurait eu sur le troisième. J'ai un Tu point. marques un point. Oui, c'est. Non, Rinero, il oui, fait 3 et Julich. Oui, voilà, c'est ça. Et Rinero fait Rinero quatre. fait 4. Peut-être qu'il fait 4. Rinero fait 4. Ouais, ouais. Il fait 4 la même année, non? Oui, la même année, ils font, Ah, ils d'accord. font 3 et 4. C'est pour ça que ça m'a D'accord. mis Non, le mais doute. D'un coup, je me suis dit merde, je me suis gouré. Ça marche. Mais je ne me suis pas Julich ou gouré. Julich? J'en ai aucune idée. Bobby Julich. J'ai toujours dit Julich. Oui, Moi, bah, j'avais oui. 2 ans quand il a fait 3ème. Donc. On demandera à un Américain si on le trouve. En plus, tu parles beaucoup américain depuis le début de l'émission, tu devrais le savoir. Ah, il parle américain. Putain, tu savais? En retour, on va voir le coureur que Polo doit trouver. On dirait un peu les visiteurs sur cette C'est le- photo-là, les deux là. Lequel, ah, d'accord, oui, j'ai vu le nom, d'accord. Voilà. Encore une photo, il y a Je plusieurs mets le mecs. nom. Ouais, c'est Oui, ça. il y a plusieurs mecs. C'est bien fait. Hein. Américain, Attends.
Hamilton. Échappé. Américain, échappé. Farrar, je sais pas. Farrar. Ouais. Non. Américain échappé. Alors pour te mettre sur la Ah, voie. t'as pas prévu. Dopage. Américain C'est gentil ça. échappé, dopage. Mais là, le échappé, il me met complètement dans le dur. Bah pense. Bah, au Américain, dopage, échappé. Landis. Floyd Landis. Joué. Oh là là. Bravo. Ça fait 4-4. 4-4. Mais vous savez quoi, pour vous départager, il y a encore des petites questions. En plus, on a encore une bonne minute pour les faire. Quel coureur Riblon... Ah non, ça c'est celui d'hier. Ça, c'est- Quelle est la dernière étape, la dernière équipe d'Iban Mayo? Saunier Duval, Caisse d'épargne, Euskaltel. Ok, donc 1, 2 ou 3 on fait. Hein. 1, 2 ou 3. Vous êtes prêts? Ouais, yes. Allez-y. Saunier Duval. Ah les gars, vous faites... bravo, bravo. Ça fait donc 5-5. 5-5. C'est un sacré, Quel est... c'est un sacré quiz. C'est un sacré quiz. Il y a quelqu'un qui demande si c'est une rediff avec ta question d'hier. Quelle est la dernière équipe d'Iban Mayo? On vient de le faire. Dernière question du coup. Qui C'est celle-là? Qui Ouais. bat Pinot et Bardet à Mende en 2015? Allez, c'est parti. 1 ou 2, sortez. Que Miggs, absolument rien à dire, donc bravo. Quelle bande de. Déjà, Pour vous des- départager, alors du coup j'ai reçu hier un qui suis-je, que je n'avais pas encore lu, mais je peux essayer de le retrouver. Bon, je vais pas réussir à le retrouver pour le moment, donc je vais prendre un coureur vraiment au hasard pour essayer qu'on se départage. Je suis né en 1994, je suis un jeune coureur. On regarde pas le chat. Oui, ah oui, pardon. Ouais, moi aussi, j'ai eu un petit. Je suis un jeune coureur, mais T'es né j'ai quand fait Il est né quand 94. en 94, 94, j'ai 24 ans. J'ai fait 3 années dans une équipe continentale, la Bardiani. On m'a pas mal vu depuis ce début du Tour de France. Tu connais? Giulio Ciccone. Quand on ne peut pas sortir. Bravo. C'est catastrophique. Voilà, Apollo. Alors là, tu as fait toute l'étape, tu étais bien placé et à la fin, Dans l'héros. J'étais un héros, mais J'étais pris- T'as pris la j'ai pris bordure, mauvais fallait pas. rond-point. J'ai Non. pris du rond-point. j'avais plus eu un boyau à la Wout van Aert du Vianney, mais Non, moi, j'avais vu le rond-point t'infliges un rond-point. Catastrophique. T'infliges, Tu connais. Non, c'est pas catastrophique. C'est pas catastrophique. 14 Bardiani, ça va sortir direct. Et ouais, 3 années à la Bardiani, il avait signé à la Trek juste après. Bon bah voilà, un très très beau quiz en tout cas les gars, bravo à vous. Merci. Et j'espère que vous serez aussi bons demain. Je n'en doute pas. On rappelle quand même, pour Voilà. terminer l'émission, comme d'habitude, la fantaisie n'a pas bougé, parce qu'il n'y a pas eu d'étape Ouais. hier. Donc Cyclo Gogo est toujours leader. Bravo à lui si tu nous entends. À demain, les amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à tous nos réseaux sociaux. On sait que vous êtes sur le stream habituellement, peut-être pas forcément. Abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux Roue Libre et à la chaîne YouTube First Team Sport pour retrouver toutes les émissions Roue Libre ainsi que les rediffs des émissions du jour si vous avez raté le début ou la fin, je sais pas. Pensez à vous abonner, vous retrouverez toutes les actus de nos vidéos. Voilà. Et on se retrouve demain pour un nouveau live, le stream et une nouvelle émission qui sera diffusée ensuite sur YouTube. À demain, les amis. Salut. Les gars, à bientôt. Bisous, bisous. Bye. Ciao, ciao, ciao.